plaisir d'introduire Carmine Di Martino, qui est professeur à l'Université de Milan, à la Statale, et qui tiendra une conférence qui a pour titre « Un mois avant moi, l'autre ». Merci. Je remercie les organisateurs de cette conférence pour m'avoir donné l'occasion d'écouter de nombreux exposés très intéressants qui m'ont beaucoup appris. Mon intervention d'aujourd'hui est très limitée. Elle vise à montrer une manière d'aborder et de relancer la phénoménologie au-delà des apparences contraires, celles de Derrida. Les éléments que je vais proposer s'inscrivant dans le cadre d'une recherche plus large d'approche phénoménologique sur les processus de subjectivation. Une recherche dans laquelle je dialogue avec des auteurs issus de différentes traditions de pensée. À moi, avant moi, l'autre. Le titre de mon intervention est l'abréviation d'une phrase plus longue de Jacques Derrida. Je cite: « L'autre est en moi avant moi, l'ego, même collectif, implique l'altérité comme sa propre condition. » Fin de citation. Je relève d'emblée donc que je voudrais ici me référer à l'œuvre derridienne en l'inscrivant d'une manière précise dans le cadre de développement de la phénoménologie en général et certainement français. Une direction que je considère parfaitement compatible avec la déconstruction explicite et répétée de la phénoménologie husserlienne par Derrida. La publication récente du premier séminaire de Derrida nous montre à quel point sa pensée s'est immergée dans la phénoménologie husserlienne. Dans De la grammatologie, il précise d'emblée que, je cite, « une pensée de la trace ne peut pas plus rompre avec une phénoménologie transcendantale que s'y réduire. » Fin de citation. Derrida n'a jamais cessé de fréquenter, pour le dire sans détour, l'instance eidétique et transcendantale de la phénoménologie. Il n'est fait, en somme, que penser avec rigueur des structures, si aporétiques soient-elles, et des conditions de possibilité, entendues toutefois, dans ces termes, comme des conditions d'impossibilité. Le mot structure, comme le mot loi ou logique, revient de manière omniprésente dans l'œuvre derridienne, et cela dans leur acception la plus ambitieuse, c'est-à-dire comme structure universelle ou loi générale de ceci ou de cela, d'où vivons, par exemple, avec de constants appels aux évidences de l'expérience. Ce sont pour moi des signes de sa manière oblique de rester fidèle à la phénoménologie. Avec toutes les précautions nécessaires, je dirais, le discours de Derrida se présente, en dernière analyse, comme un discours quasi transcendantal sur les conditions d'impossibilité de l'expérience, un discours, autrement dit, qui veut continuer d'être philosophique au sens fort, rationaliste, comme il le dit dans Wayou, et phénoménologique, quoique aux limites de la phénoménologie, comme il le réaffirme dans le débat avec Jean-Luc Marion sur le thème de don. Je voudrais orienter ici l'attention sur le problème de la constitution de l'identité, de l'ipséité, c'est-à-dire du sujet, entre guillemets.
Contrairement aux apparences, Derrida ne se débarrasse jamais de l'identité qu'il déconstruit pourtant. Il en problématise sans relâche et de multiples façons la constitution et les statuts. Il y a chez lui une passion pour la singularité qui domine tout son parcours. Il n'y a jamais absorption du sujet ni liquidation de l'ipséité dans la dimension de l'impersonnel. Derrida, en somme, n'est ni Deleuze ni Merleau-Ponty. Qu'il suffise de penser à la nette prise de distance vis-à-vis de Merleau-Ponty dont touché. Au moment où Merleau-Ponty s'oriente vers une interprétation du rapport à autrui en termes d'intercorporéité, de confusion et de réversibilité soit autre, Derrida revendique la fidélité à l'approche husserlienne, dans laquelle se trouve affirmée l'inexpugnabilité de l'ego, du vécu subjectif, donc du secret et de la singularité. Dans la direction derridienne, on peut croiser plusieurs autres discours, celui de Ricoeur et celui de Nancy, par exemple, pour n'en citer que deux très différents, mais qui s'enracinent chacun à sa manière dans la phénoménologie. En dépit de sa contestation déclarée de la phénoménologie, contestation qui, chez Nancy, suit la trace derridienne de la déconstruction de la valeur de présence à soi, on pourrait montrer à l'œuvre chez Nancy une phénoménologie de l'intrus, de l'intrusion de l'autre, dans laquelle l'intrusion apparaît comme une opération constituante ou une loi, ou une structure de l'expérience. Je viens à Derrida. Comme on le sait, il s'agit pour lui, même ou surtout, en ce qui concerne le sujet, de déconstruire la métaphysique. La métaphysique ne serait rien d'autre que le cadre général de cette conception cartésienne du sujet comme présent à soi-même, autonome et autotransparent. Dans la métaphysique serait promue l'idée d'une autoconscience sans médiation, sans retard et sans opacité, la concession d'un sujet souverain qui se possède sans reste. Ce sont là des thèmes récurrents de la philosophie derridienne qui ont trouvé un développement fécond dans un grand nombre de textes. Je voudrais, à cette occasion, me concentrer sur du point emblématique de la réécriture derridienne du statut de la subjectivité. Premier point. La loi des socialités originaires. Je disais précédemment que Derrida problématise la constitution de l'identité ou de l'ipséité de multiples façons en traversant le texte de nombreux auteurs. C'est grâce à la contribution de la psychanalyse freudienne, par exemple, qu'il devient selon lui possible de penser non plus un sujet plein et présent à soi, mais un sujet divisé, différencié, comme il l'affirme dans De quoi demain, l'ouvrage d'entretien avec Elisabeth Rudinesco. Or, Derrida a travaillé sur le sujet de manière principalement déconstructive, mais c'est précisément à travers ce travail déconstructif qu'il y a développé, dans certains textes en particulier, un savoir positif et courageux sur le statut et la constitution de l'ipséité, qui croise le langage et l'horizon théorique de la psychanalyse avec d'autres registres et d'autres discours, celui de Lévinas avant tout et dans une mesure croissante. Ainsi, Derrida a donné lieu, à sa manière,
à une sorte d'analyse phénoménologico-génétique d'un sujet qui acquiert progressivement, péniblement et toujours de manière inachevée les conditions métastables de son autonomie, sur le fond inépuisable et invincible d'une hétéronomie. Suivons maintenant le premier point. En un certain passage de Politique de l'amitié, Derrida développe et clarifie le terme de ce discours phénoménologie et génétique sur le sujet auquel j'ai fait allusion à partir d'une interrogation sur la responsabilité. Que signifie parler en son propre nom, être responsable ou irresponsable de ce que l'on dit? Pour illustrer la question de la responsabilité, il esquisse la description d'une situation banale, telle que celle dans laquelle je me trouve maintenant. Que signifie ou qu'implique le fait que je commence à parler dans ce lieu? Cela signifie que, avant même d'avoir prononcé un seul mot, je me trouve déjà à répondre. Je suis ici, et si je suis ici, c'est parce que j'étais invité et que j'ai répondu oui à cette invitation. En bref, cela signifie que, je cite, avant même de parler en son propre nom, avant même de contrasigner telle ou telle affirmation, etc., nous sommes pris, les uns et les autres, dans une sorte de courbure hétéronomique et dissymétrique de l'espace social, plus précisément du rapport à l'autre. Fin citation. Or, selon Derrida, le fait d'être pris dans la responsabilité, de se trouver toujours à répondre à un autre, n'est pas une situation occasionnelle, mais une loi de l'expérience qui précède toute loi au sens strict, toute prescription qui obligerait à faire ceci ou cela, toute norme déterminée qui imposerait la responsabilité ou sanctionnerait l'irresponsabilité. Être pris dans la responsabilité vient avant toute loi déterminée, comme loi naturelle ou comme loi positive. Je lis maintenant la formule complète de Derrida qui synthétise le point que je vais souligner. Je cite. La courbure hétéronomique et dissymétrique d'une loi de socialité originaire, c'est aussi une loi, peut-être l'essence même de la loi. En citation. Être pris dans cette courbure hétéronomique et dissymétrique de l'espace social ou du rapport autrui reçoit, comme nous venons de le voir, le nom exigeant de loi de socialité originaire. C'est là un point crucial de son interrogation sur la constitution de l'ipséité, de l'identité. Cette courbure fait que toi et moi, vous et moi, nous nous trouvons déjà toujours en position de réponse, quoi que nous fassions ou disions, avant même de pouvoir nous approprier telle ou telle affirmation, telle ou telle action, avant même d'y apposer notre signature. J'ai fait X, j'ai dit Y. Nous avons déjà toujours, je cite, commencé à répondre. Nous sommes déjà pris, nous sommes surpris dans une certaine responsabilité, et la plus inéluctable, comme s'il était possible de penser une responsabilité sans liberté. Fin citation.
De quelle responsabilité il s'agit-il? Et que signifie une responsabilité sans liberté? La responsabilité inéluctable dont parle Derrida, c'est le fait d'être toujours déjà surpris par la présence de l'autre. L'autre est déjà là, avant moi, il me précède par sa présence et sa provocation, par son invitation ou son irruption, il m'appelle. Être originairement en position de réponse n'est pas un choix de notre part, ni une décision. Ce n'est pas entre nos mains, mais cela dépend de la précédence et de la prévenance de l'autre, qui est là avant mon geste et m'appelle à répondre, selon les multiples modalités possibles. J'ai originairement affaire, je cite, à quelque chose d'autre qui est avant moi, et il n'est déjà plus possible d'une autonomie absolue. Fin citation. Le jeu est irrémédiablement dans l'hétéronomie. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas libre. Cette hétéronomie, contrairement à une interprétation kantienne, n'est pas le contraire de l'autonomie et de la liberté, mais ce qui rend possible l'autonomie, la seule autonomie possible, tout en rendant impossible l'absoluité. Au contraire, écrit Derrida, il y a ici une condition de liberté, pour ainsi dire. Ma liberté naît à condition qu'il y a cette responsabilité qui naît de l'hétéronomie à l'égard d'autrui, sous les regards d'autres. Fin citation. C'est la relation à l'autre qui m'appelle à la liberté. En d'autres termes, l'accomplissement de ma liberté suppose que les autres ne m'ont pas ignoré, que quelqu'un au moins ne m'a pas laissé tomber dans la vide mon être, mais il m'a inclus dans les champs de son regard et m'a appelé à répondre. La capacité de répondre à notre manière, avec notre propre empreinte, est activée par la provocation que nous avons reçue et que nous continuons de recevoir. L'exercice de la liberté est constitutivement responsorial. Il est toujours conditionné par l'autre. Il ne peut s'activer sans lui, avec toute la contingence et les vicissitudes, les possibles traumatismes, méconnaissances, dénégations que cela comporte. Et, comme l'atteste l'aventure de tout nouveau-né, l'exercice de la liberté n'est jamais à 1.0. Lorsque l'enfant vient au monde, le geste, le regard, les soins qui mettent en mouvement sa liberté prolongent une situation de relation que le précède, constituant quelqu'un fut, son origine intranscendable et sa mémoire secrète. Il n'y a aucune situation d'absence de relation, d'absence de lien à l'origine, à aucun niveau. Il convient ici de répéter l'affirmation initiale qui guide mon propos. L'autre est en moi avant moi. L'ego, même collectif, implique l'altérité comme sa propre condition. Mais il faudrait aussi préciser de que l'on entend par le mot « autre », ou du moins tenter de saisir l'altérité qui résonne. D'un côté, en effet, l'autre qui me précède et me prévient n'est pas une catégorie. C'est toujours tel ou tel autre. Cette multiplicité d'autrui
à travers laquelle le rapport à l'autre advient. Mais, d'un autre côté, précisément à cause de l'expérience de responsabilité ou de responsivité que j'ai brièvement évoquée, l'autre ne se réduit jamais à aucun des autrui particuliers que j'ai rencontrés ou que je peux rencontrer. Aucun autre, pas même, disons, la mère pour l'enfant, n'est l'autre. Chaque autre est plutôt un autre, qui à son tour est en position de réponse, renvoyant un autre encore, lui-même pris dans l'hétéronomie entamée par l'altérité. Et dans cette chaîne, il n'existe aucun point d'autonomie absolue, aucun autre qui ne soit structurellement rapport à l'autre, altéré par l'altérité, inscrit lui aussi dans l'hétéronomie. Deuxième point. Titre. Élection et circoncision. Dans De quoi demain, au chapitre intitulé Éloge de la psychanalyse, parlant du rapport entre judaïsme, élection et circoncision, Derrida revient sur l'hétéronomie et sur la constitution du sujet. Je cite. J'ai beaucoup de mal avec la doctrine de l'élection. Je serais capable de déployer contre elle les pires soupçons. Mais, que je le veuille ou non, j'ai été désigné, assigné, signé avant même ma naissance, avant même que j'aie aucun choix à faire. Fin citation. Dans ce mais que je le veuille ou non, dans ce mais, souligné par Derrida, s'annonce l'inéluctable de l'élection, c'est-à-dire d'une désignation, d'une assignation, d'une signature qui précède la naissance et marque à l'avance le sujet. Pour désigner cette assignation élective à laquelle il est impossible d'échapper, puisque advienne avant que je puisse prendre la moindre décision, adhésion ou refus, Derrida emploie encore une formule exigeante. Je cite. Il existe une structure universelle de l'élection hétéronomique. En citation. Le mot structure réapparaît ici, entre guillemets, comme plus haut le mot loi, avec la même fonction. L'élection est une autre catégorie clé de la réécriture derridienne du sujet, où se fait sentir avec clarté la proximité de Derrida avec Lévinas, de plus en plus intense à partir d'un certain moment. Il est évident que l'élection est ce qu'il y a de plus éloigné de la souveraineté du sujet sur lui-même. Elle en est, en un sens, le sommet de l'hétéronomie. Que je le veuille ou non, c'est-à-dire, avant même que je puisse vouloir quoi que ce soit, et pour que je puisse vouloir, je me trouve désigné, assigné, marqué par l'autre. En un mot, élu. Ce qui peut signifier désiré, attendu, imaginé, nommé d'avance, inscrit dans tel ou tel héritage, ou au contraire, non désiré,
non désiré, inattendu, voire rejeté. Je suis en effet marqué par l'autre aussi sous cette forme, puisque la structure de l'élection hétéronomique est universelle. Nous sommes toujours déjà précédés par une élection. Avant l'élection hétéronomique, il n'y a pas de je, pas de sujet. Je suis signifie je suis élu, appelé, anticipé, provoqué par l'initiative de l'autre, des autres, à partir de ma naissance. Derrida ajoute, et je complète ici la phrase entamée précédemment, il existe, et je cite, une structure universelle de l'élection hétéronomique. Je suis le seul à être appelé à faire ceci ou cela. Je suis irremplaçable à la place de cette décision, à devoir répondre « me voici, je suis là », etc. Cette élection de chacun me paraît donner sa chance et sa condition à toute responsabilité digne de ce nom, s'il y en a. Fin citation. Nous retrouvons ici le point déjà mis en lumière à partir des politiques de l'amitié. La responsabilité se fonde dans l'élection, dans l'appel qui suscite et requiert ma réponse. Me voici. Et précisément dans la réponse à l'appel que se constitue le sujet. Ma responsabilité, qui signifie ici aussi mon identité, ma singularité, ne se donne pas originairement comme l'acte d'un sujet autonome, autarcique, partant de soi et de rien. Le sujet se constitue comme réponse à la précédence et à l'appel de l'autre, comme réponse à une élection. Derrida poursuit le fil de ses considérations sur la catégorie d'élection en orientant l'attention vers la circoncision. Quand on parle au sens littéral ou figuré, la circoncision atteste, affirme-t-il, que je suis marqué avant même de savoir parler. Et cela est valable pour les femmes. Autrement dit, qu'il s'agisse d'un être marqué, figuré ou littéral, comme pour l'élection évoquée précédemment, la circoncision se présente comme une structure universelle de l'expérience. Elle ne concerne pas seulement un sujet éthiquement ou culturellement déterminé, mais tout je, tout soi. Quelqu'un a déjà toujours marqué mon destin avant que je puisse prononcer un mot. Mon sujet, mon ipséité, comme tout sujet, toute ipséité émerge en vertu d'une circoncision, entendue dans sa forme universelle et non littérale. Je cite, « Je ne dis pas cela pour effacer une marque qui existe réellement. Je m'intéresse, j'insiste, dit Derrida, à toutes les figures de la circoncision, à ce qui fait que l'on n'a pas besoin d'être littéralement circoncis, ni même d'être un homme pour que existe ce marquage d'avant la parole. Fin citation. La circoncision confirme et prolonge donc la dynamique élective, le déploiement de la structure universelle de l'élection hétéronomique comme condition de toute responsabilité et par conséquent de toute venue
à soi du sujet. Dans une longue et dense note dans Adieu à Emmanuel Levinas, écrivant entre les lignes du texte de Lévination, en utilisant son lexique et même son rythme, Derrida parle d'un sujet assujetti à son élection, responsable d'avoir à répondre secondairement oui à un premier oui, à ce premier appel dont nous disions plus haut que, comme tout oui, fût le premier, il répond déjà. Il répond déjà. Fin citation. Dans le lien entre élection et responsabilité se trouve une articulation supplémentaire de ce qui a été dit à propos de la courbure hétéronomique et dissymétrique d'une loi des socialités originaires. C'est un point essentiel de la constitution de l'ipséité élaborée par Derrida. Sans élection, sans hétéronomie, il n'y aurait pas de responsabilité. Et sans responsabilité, il n'y aurait pas de sujet. Il n'y aurait pas de me voici, avec sa singularité et son autonomie relative. Mais demandons-nous, qui répond à l'appel, à l'élection? Le qui de la responsabilité ou de la responsivité n'est pas le sujet intentionnel, transparent et responsable qui procéderait ou que l'on présume procéder à partir de soi. Le qui de cette responsivité procède de l'autre. Son oui est toujours un acte second, répondant, hétéronome. C'est une réponse et comme telle, elle implique un lien, une dette inextinguible à l'égard de l'autre, une dette qui précède le prêt, comme dit Lévinas dans Être-mon qu'être. C'est pourquoi Derrida affirme hyperboliquement que la décision et la responsabilité sont toujours de l'autre, qu'elles reviennent toujours à l'autre, de l'autre, fût de l'autre à moi. C'est pourquoi que Derrida affirme cette. Et pour la même raison, dans un autre contexte, il ajoute une théorie du sujet est incapable de rendre compte de la moindre décision. Arrivé ici, il faut apporter une précision analogue à celle faite précédemment à propos de l'autre et de l'altérité. Quand on parle d'un sujet assujetti à son élection, responsable de devoir répondre en seconde instance oui à un premier oui, il faut veiller à ne pas charger ce premier oui d'un sens qu'il ne peut pas avoir. Ce oui ne peut être dit premier que de manière relative. Avions y regardé en effet à qu'un oui de l'autre ou des autres n'est rigoureusement premier. Il n'y a pas de premier oui. Le oui est déjà une réponse. Chaque oui est déjà une réponse à un autre oui, à une autre élection, à un autre appel. Le prétendu premier oui est déjà second à un autre oui qui est lui-même second par rapport à un autre, et ainsi de suite. Cela veut non seulement, si l'on pense à la succession des générations, mais aussi dans la dynamique des relations déjà en cours. Prenons un exemple. L'élection, l'appel, le oui de la mère à l'enfant est déjà à son tour
une réponse en deux sens. D'une part, que toute mère, comme quiconque, est devenue le sujet qu'elle est grâce à une élection hétéronomique à laquelle elle a déjà dû répondre. D'autre part, parce que tout appel, tout regard de la mère est, en l'occurrence, une réponse à la présence demandante de cet enfant, qui dépend de ses soins. Il aurait un problème si son geste de soin ne se modulait pas sur la présence appelante de cet enfant, s'il n'est constitué pas une réponse, mais s'est posé comme une initiative ne procédant que d'elle-même. Il signifie la violence. Le oui de l'autre à moi, qui m'appelle à répondre, est donc à son tour pris dans la courbure hétéronomique et dissymétrique d'une loi des socialités originaires. Cela signifie qu'il n'existe aucun point d'absoluité, aucun arrêt. L'appel de l'autre qui m'élit et auquel je répond lui-même déjà. Il est en position de répondre. Il vient en seconde instance par rapport à un autre appel, un autre oui, et ainsi de suite. Ou bien, même l'élection par l'autre qui me fait entrer dans la scène de l'existence, qui me précède et marque à l'avance mon destin, est déjà nécessairement précédée par une autre élection, située en amont de la première. Même lorsque nous devenons le relais d'un appel adressé à autrui, d'une élection nue, être fini et mortel, nous sommes toujours dans la réponse, en arrière et en avant. Celui qui élit est d'abord et continuellement élu. Il n'y a pas de suspension de l'hétéronomie, de la dépendance. Ce qui signifie encore, le renvoi, la différence, l'altérité sont déjà à l'œuvre. Au principe de l'expérience est l'autre. Dit Lévinas, cité par Derrida. Ne pas cet autre-ci, mais l'autre auquel tout autre renvoie, sans possibilité d'interrompre le jeu ni de trouver un point d'arrêt. Dans la dynamique de l'élection hétéronomique, dans le jeu ininterrompu de l'appel et de la réponse, s'annonce sans se montrer un char étenos, sans se soumettre à la prise intuitive, le trace de l'autre, de l'altérité, de la différence. L'altérité est à l'œuvre et elle domine, elle rend impossible un sujet présent à soi-même, un oui soustrait à l'hétéronomie, tout en rendant possible ce sujet que nous sommes et qui acquiert de manière toujours inachevée les conditions instables de son autonomie. Derrida revient de multiples façons à décrire phénoménologiquement ce fond inépuisable et invincible d'hétéronomie qui ouvre et limite l'autonomie. Cette ex-appropriation qui rend possible l'appropriation tout en rendant impossible la plénitude, et qu'il nomme, que Derrida nomme, ex-appropriation. Le mouvement d'ex-appropriation est la manière derridienne de rendre phénoménologiquement compte de la constitution de l'ipséité, de la singularité du sujet. Une manière qui prend congé d'une conception insoutenable de la conscience, de la subjectivité,
conception fondée sur une prétention infondée et, en fin de compte, non nécessaire à la souveraineté. Mais, comme je le disais au début, Derrida accomplit tout cela avec les rigueurs du regard phénoménologique, à moyen d'une réduction au vécu, à l'expérience, faisant émerger à travers de la déconstruction les opérations qui président à sa constitution. C'est l'égalité interne. Dans ce cheminement, Derrida reste fidèle à la phénoménologie, bien plus que son style ne le laisse paraître à première vue. Il lui reste fidèle et la relance. Merci.